évidemment, on va commencer avec ces images aujourd'hui qui viennent du Proche-Orient, 2 ans après le 7 octobre, 2 ans après le début de cette guerre à Gaza. C'est la fin d'un cauchemar en Israël et à Gaza, a dit Donald Trump. Est-ce que c'est une victoire diplomatique pour le président américain? Est-ce qu'il a réussi son pari? Incontestablement, il a réussi la première étape de son plan, puisqu'il y a eu la libération enfin des otages, des prisonniers palestiniens, et puis surtout le cessez-le-feu. Toute la question va être de savoir si c'est une opportunité pour la paix ou si c'est un coup sans lendemain. On en a connu. Il y a déjà eu 2 cessez-le-feu qui ont, hélas, échoué. Donc tout ce qui va se traduire maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir une conférence pour la paix? Elle a commencé, le sommet, aujourd'hui. Et est-ce que les différentes étapes vont maintenant être respectées? C'est-à-dire le retrait de l'armée israélienne, mais à condition que le Hamas soit démilitarisé, désarmé, et puis ensuite qu'il y ait une autorité qui vienne pour reconstruire Gaza et faire qu'une négociation de paix puisse aboutir à un État palestinien. Toutes ces étapes vont prendre du temps et Donald Trump ne réussira pas seul. Il a besoin des pays arabes, ils étaient là. Il a besoin de l'Europe. L'Europe est-elle là? Il a besoin d'une communauté internationale qui va ne pas laisser seul Donald Trump parce que, d'une certaine façon, il ne peut pas y arriver tout seul. Et puis enfin, il y a le gouvernement de Netanyahou. Est-ce que le gouvernement de Netanyahou, qui a été sous la pression de Donald Trump, est prêt à aller jusqu'au bout du processus? On verra. Vous parlez de la France, elle était là, à Sharm el-Cheikh, aujourd'hui en Égypte, par la voix d'Emmanuel Macron. Quel regard avez-vous sur ce que fait le président français dans ce dossier du Proche-Orient? Est-ce que la France a une voix? Est-ce qu'elle est entendue depuis 2 ans? La France a eu des positions contradictoires, mais qui tiennent aussi compte de la situation. Aujourd'hui, il était nécessaire que Emmanuel Macron soit à Sharm el-Cheikh, puisque je l'ai dit, Donald Trump ne pourra pas réussir seul. Il aura besoin des Européens. Il aura besoin aussi que la France puisse, avec les pays arabes, évoquer la reconstruction de Gaza. Et enfin, il aura besoin aussi de la France qui, avec d'autres, a reconnu l'État palestinien, parce qu'au bout du processus, et d'ailleurs Donald Trump ne l'a pas écarté, y compris à la Knesset, en parlant d'un État palestinien possible. Un homme politique, en général, ne montre pas ses émotions, mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir des nouvelles positives qui viennent du Proche-Orient depuis 2 ans. Comment vous avez réagi en voyant ces images de la libération des otages, de la liesse de l'autre côté à Ramallah? Comment vous avez réagi, vous? Comme beaucoup de Français, on n'a pas besoin d'être partie prenante pour comprendre ce que c'est que d'être privé de liberté dans des conditions effroyables pour les otages. Et puis il y en a les 28 qui ne sont pas revenus encore, les dépouilles. Donc les 20 qui sont là, vivants, vous avez vu le bonheur des familles, le soulagement de la population. Et ici en France, nous avions travaillé, milité, exprimé notre soutien pour la libération des otages. J'ai connu des séances ou des situations de cette ampleur et de cette émotion lorsque nous avions nous-mêmes pu permettre la libération d'otages qui étaient retenus au Mali ou qui étaient retenus en Syrie. Au début, c'est la joie, mais après, ils mettent beaucoup de temps avant de retrouver leur équilibre et leur confiance dans la vie. François Hollande, la situation politique en France, l'une des plus graves crises politiques qu'on traverse. Demain, Sébastien Lecornu prononcera son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Vous y serez à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député désormais. Quels sont les 3 mots que vous voulez entendre dans sa bouche? Suspension, réforme, retraite? Oui, au-delà des mots, il y a des gestes qu'il faut accomplir. Sébastien Lecornu est dans une situation que chacun connaît comme difficile, périlleuse même. Donc, il n'a pas de majorité, la majorité est relative, et en plus, une composante de sa majorité l'a quitté. Il a un président qui veut ne pas perdre la main, qui pourtant devrait lui laisser la bride sur le cou. Et vous, qu'est-ce que vous voulez entendre? C'est entre vos mains, c'est dans les mains du PS. Il ne peut compter que sur une opposition qui ferait le choix de la responsabilité, puisque le Rassemblement national et LFI ont décidé déjà de faire tomber le gouvernement. Et donc, il sait parfaitement ce qui est attendu par cette opposition, en l'occurrence le Parti socialiste. Oui, il faut suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Oui, il faut une contribution sur les plus gros patrimoines qui peut prendre différentes modalités. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait le 49.3 pour que la discussion puisse se faire.
il a dans ses mains, ou pas encore dans sa bouche, les éléments d'un compromis. C'est les 3 conditions du PS pour ne pas voter la censure? C'est-à-dire s'il ne dit pas, par exemple, la contribution sur les hauts patrimoines, vous pourriez voter la censure? Mais il ne s'agit pas du gouvernement de Sébastien Lecornu seulement, il s'agit de la France. La France, elle est dans une situation d'instabilité depuis déjà plusieurs mois, dans un contexte international que nous venons de décrire, qui est grave, qui est lourd, et où on attend la France. Donc, il s'agit que chacun prenne sa responsabilité. Le Parti socialiste, je ne suis pas là pour le représenter, mais les socialistes, ils ne font pas une demande de concession qui les toucherait particulièrement. Ils demandent que cette réforme des retraites, qui a été très controversée, puisse être non pas abrogée, mais suspendue, gelée jusqu'en 2027. Est-ce que sur cette question-là, qui n'est pas difficile à régler, qui représente certes un coût de 500 millions à 1,5 milliard, ça compte, mais est-ce que pour permettre qu'un gouvernement tienne, Sébastien Lecornu est-il prêt à faire cette concession? Marine Le Pen, elle dit que vous avez peur de retourner. Elle dit, ce sont ses mots, il ne censure pas parce qu'ils crèvent de peur, les socialistes, de retourner devant les électeurs. Jordan Bardella dit, le PS magouille dans les couloirs de Matignon pour se faire acheter par Emmanuel Macron. N'ont-ils pas un peu raison? Est-ce qu'il ne faut pas redonner la parole aux électeurs, tout simplement, et vos électeurs socialistes qui peut-être se disent, vous êtes en train de sauver Emmanuel Macron? Non, nous sauvons la stabilité en France, si les concessions sont faites et les conditions sont réunies. Mais je reviens sur la question de la dissolution. Il y aurait une dissolution, donc après une censure qui ferait tomber le gouvernement de Sébastien Lecornu. Que se passe-t-il? Pendant 2 mois, le pays est suspendu, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, il est renvoyé à ce qui se passerait après les élections législatives. Donc pas de budget. Le budget serait renvoyé à l'année prochaine, avec toutes les conséquences fâcheuses pour les citoyens, pour leur vie courante et pour les collectivités locales à la veille des élections municipales. Et pour quel résultat? Madame Le Pen pense qu'elle gagnerait. Enfin, le plus probable... C'est ce que disent les sondages, c'est que Marine Le Pen est largement en tête. Le plus probable, c'est qu'on retrouverait une assemblée assez peu différente de celle-là. C'est-à-dire qu'on se remettrait dans 3 mois, dans 4 mois, après avoir désorganisé le pays, dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis contre la dissolution. Je ne le suis pas parce que j'aurais peur de qui que ce soit. Édouard Philippe, lui, il a une autre solution. Il dit qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron démissionne pour sortir de la crise. Il veut une élection présidentielle anticipée. Il a tort? Que le président de la République soit impopulaire, il n'est pas le premier, sans doute pas le dernier. Est-ce que, pour autant, il faut demander, quand on est un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, la démission du président de la République? Ce n'est pas ma conception des institutions. Ma conception des institutions, c'est qu'un président est élu pour le temps de son mandat. S'il veut partir, il a toute la liberté de le faire, c'est arrivé dans le passé. Mais il n'est pas question de demander à un président de la République, au prétexte qu'il est impopulaire, de partir. Donc, ma réponse, vous l'avez, c'est-à-dire que... C'est une trahison politique, vous êtes... Bon, ça, c'est leur affaire. Mais ce que je crois, moi, je m'intéresse quand même à la suite de la vie de mon pays. C'est-à-dire que si on commence par faire démissionner ou à demander la démission du président de la République aujourd'hui, parce que viendra un jour Édouard Philippe, je ne sais pas qui sera président de la République demain. Je l'ai été, donc je peux en parler. C'est-à-dire, on demandera, parce que vous êtes impopulaire, de partir? Non, ce n'est pas ma conception des institutions. Ce n'est pas le taux d'impopularité qui fait qu'on démissionne. Ce n'est pas ce que la Constitution de 58 prévoit.